le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Collège Économie et Finances de la Présidence de la République a organisé le premier forum sur la dédollarisation de l'économie congolaise. Un séminaire webinaire qui a eu lieu le jeudi 10 décembre 2020 à Kinshasa et qui a rassemblé plusieurs experts de haut niveau et de renommée internationale. Nous vous proposons de suivre à travers ce document les 3 grands moments de ce séminaire organisé avec l'appui du Bureau de l'économiste en chef de la Banque mondiale pour la région Afrique. Le conseiller principal du chef de l'État au Collège Économie et Finances, M. Marcelin Bilomba, a fixé l'opinion sur le cadre contextuel de ce séminaire sur la dédollarisation de l'économie congolaise. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'occasion pour moi de présenter les meilleurs vœux à l'ensemble de la population congolaise. Là, nous sommes dans une réflexion telle que le président l'a souhaité, une réflexion qui porte sur la dédollarisation de l'économie congolaise, un sujet très complexe qu'on pourrait, je dirais, aborder avec beaucoup d'attention, raison pour laquelle nous avons réuni l'ensemble de l'intelligence de la RD Congo, principalement les monétaristes ainsi que les autres économistes de la place congolaise, dans une série, je dirais, d'épisodes en trois parties. Dans un premier temps, réfléchir comment dédollariser l'économie congolaise. C'est un sujet très complexe. On ne peut pas dédollariser l'économie congolaise en 1 an, en 2 ans. C'est un processus assez long, mais nous avons réfléchi avec les différents animateurs que vous allez suivre dans les épisodes qui viendront, de comment amorcer la dédollarisation. Comme je disais, nous marchons avec 2 monnaies concomitantes dans notre pays, ce qui n'est pas une très bonne chose. La bonne monnaie chasse la mauvaise. Nous pensons qu'il nous faudrait du temps, 5 à 7 ans, en principe, pour dédollariser. Pourquoi 5 à 7 ans? Parce qu'il va falloir justement prendre au sérieux comment refonder notre économie congolaise, la diversifier plutôt que de rester sur un seul secteur qui est le secteur productif minier, tourné vers l'extérieur. Il suffirait d'avoir des chocs exogènes, notre économie s'écroule, comme c'est le cas avec la pandémie de la Covid-19. Nos exportations vers la Chine ont connu un coup sévère et nos recettes ont vu justement une baisse drastique. Pour dédollariser, il faudrait avoir une économie stable, la diversifier et surtout obtenir ces résultats sur un trend, une période assez longue, afin de pouvoir accumuler des réserves internationales. Et seul à ce moment-là, nous pouvons dire la dédollarisation peut commencer. Mais pour notre pays, c'est un cas exceptionnel. Nous pouvons en moins de temps, c'est-à-dire peut-être 3 ans, espérer dédollariser parce que Dieu a béni notre pays. Nous avons de l'or. Nous avons de l'or dans la partie orientale du pays. Nous pouvons envisager d'accumuler des réserves d'or et nous ferons une émission spéciale sur ça, de sorte que les cumuls de l'or feraient des réserves en or plutôt que des réserves en dollars américains. Et l'or qu'on peut, je dirais, accumuler et augmenter les réserves ici chez nous au Congo, on peut le faire à moindre coût parce que nous avons de l'or dans les sous-sols. Et cet or que nous allons accumuler sous forme de lingots et autres, nous pouvons exporter cet or au taux du marché, ce qui ferait qu'on engrangerait des réserves en dollars beaucoup plus vite si nous y mettons de l'intelligence, du sérieux et de la transparence. Tout ceci, ça viendra. C'est pour vous dire qu'il y aura 3 épisodes dans un premier temps. Sous le haut patronage du chef de l'État, nous avons esquissé ces raisonnements pour sensibiliser l'opinion qu'à terme, nous devrions dédollariser l'économie. On ne peut pas marcher avec 2 monnaies. Voilà pourquoi nous lançons cette série d'émissions en 3 phases pour expliquer à l'opinion, expliquer aux initiés que si nous ne mettons pas le temps pour réfléchir maintenant, nous continuerons toujours à marcher avec 2 monnaies.
Ce séminaire a connu 3 temps forts, faisant office de 3 différents panels entrecoupés des débats et échanges. Mais bien avant l'étape des exposés, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge de l'économie, finance et reconstruction, M. Guilain Niembo, a prononcé le mot d'ouverture de ce forum au nom du chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'occasion de ce séminaire virtuel sur la dédollarisation de l'économie congolaise. L'économie congolaise est demeurée longtemps sous l'emprise de la circulation concomitante de plusieurs devises étrangères, mettant en difficulté la conduite des politiques économiques. En effet, c'est dans un contexte de baisse sensible de la production intérieure et de financement monétaire des déficits publics qu'est apparue l'hyperinflation qui a sévi en République démocratique du Congo sur la période 1990 à 2003. Cette inflation galopante s'est également accompagnée d'une forte érosion de la valeur réelle de la monnaie nationale. Faisant face à cet environnement d'incertitude, les résidents se sont détournés petit à petit de la monnaie nationale au profit particulièrement du dollar américain. Ainsi est apparue la dollarisation de l'économie congolaise, phénomène dont les causes ultimes sont à rechercher dans l'instabilité politique et les déséquilibres macroéconomiques profonds enregistrés par notre économie. Une monnaie congolaise totalement indépendante aiderait la Banque centrale à renforcer la politique monétaire afin d'assurer la stabilité du niveau général des prix de façon permanente et à se prémunir contre les chocs endogènes et exogènes. Cet objectif est particulièrement important parce qu'une inflation élevée amenuise les revenus d'épargne, fausse les décisions d'investissement dans l'économie et porte préjudice aux populations à revenus faibles qui consomment des produits de base et ne peuvent donc pas modifier leur comportement de consommation. Distingués invités, mesdames et messieurs, le voyage de 1000 km commence par un pas, dit-on. J'ose croire que ce séminaire donnera lieu à des réflexions constructives et pragmatiques devant déboucher sur des solutions innovantes qui permettront le maintien de la stabilité monétaire nécessaire à la préservation du pouvoir d'achat de la population et par ricochet à l'accélération de la croissance. La matière au menu de ce forum était éclatée en 3 principales thématiques. Monsieur Jeff Monounou, l'un des conseillers au collège Ecofin, nous présente ici les 3 modules et leurs orateurs. Ces modules constitueront les 3 productions télévisées qui vous seront présentées à l'initiative du collège Ecofin présidentiel. Le séminaire a connu 3 temps forts. Le premier temps, c'était fixer le cadre contextuel. Il y a eu au moins 3 orateurs. Le professeur Matata Pogno, le professeur Émile Ngoy et monsieur le représentant du Fonds monétaire international pour la RDC, monsieur Mauricio Villafuerte. Le deuxième temps, c'était, l'échange d'expérience. Donc, il y a eu l'intervention de l'économiste en chef angolais, qui est actuellement ambassadeur de la République d'Angola en Serbie, monsieur Altino, et le gouverneur de la Banque centrale du Congo qui ont partagé leur expérience en matière de la dédollarisation. La troisième phase, c'est la phase qui consiste sur la stratégie. Il fallait que des experts qui ont pris part puissent nous proposer des stratégies pour la dédollarisation. Cette phase a connu la participation du professeur Kabuya Kalala, du docteur Chani et de Federico, l'expert de la Banque mondiale. Alors à la fin, il y a eu le commentaire du professeur Mabi Moulumba qui a fait ce commentaire en tant qu'expert de haut niveau sur ce qui concerne sur les avantages et les inconvénients de la dédollarisation de l'économie congolaise que vous allez suivre dans l'émission. Comme l'a si bien expliqué le conseiller Jeff Monounou, le premier panel a porté sur le cadre contextuel de la dédollarisation
avec 3 présentations à la clé. Sous-thème exploité, la dollarisation totale ou dédollarisation, avantages et inconvénients. L'orateur, le professeur Émile Ngoï Kasongo, il est doyen de la faculté de l'économie à l'université de Kinshasa. Émile Ngoï. En ce qui concerne la dollarisation, la définition de la dollarisation, d'un point de vue un peu partagé, j'ai posé la question de savoir, je voulais répondre à la question de savoir, la dollarisation, un phénomène providentiel. Je crois que des collègues qui m'ont précédé tout à l'heure l'ont évoqué. Alors, comme une providence, lorsqu'une monnaie nationale arrive progressivement à perdre partiellement ou totalement ses fonctions dans une économie, on constate un recours quasi instantané à une autre unité monétaire, naturellement étrangère, qui fait office des monnaies de substitution, de manière soit totale, soit partielle. Et donc dans la littérature, ce phénomène est qualifié de dollarisation. Dollarisation, c'est un néologisme qu'on peut rapprocher, dont on peut faire l'analogie dans les années 1970-1980 avec les concepts des héros-dollars qui qualifiaient la masse des dollars américains détenus notamment dans des banques européennes. La dollarisation nous donne une meilleure capacité, possibilité, puissance de pouvoir intégrer la globalisation financière internationale, étant donné que nous manipulons de ces points de vue-là une devise qui est une monnaie de réserve internationale. Et je pense que là aussi, M. Zefak l'a évoqué tout à l'heure, cet avantage d'intégration, de faire en sorte que notre système financier local puisse aujourd'hui avoir un arrimage par rapport au système financier international. Également, le fait de contribuer à la stabilité macroéconomique. Et là-dessus, nous le savons très bien, très souvent, on constate qu'il y a hausse des prix en monnaie locale, mais en ce qui concerne notamment les dollars, vous avez une certaine stabilité des prix. Donc ça peut être également un facteur de stabilité macroéconomique et ça fait partie des avantages qu'on cite particulièrement sur la dollarisation. Elle contribue aussi à préserver les pouvoirs d'achat des agents économiques privés et à diversifier leur portefeuille, ce qui les met à l'abri de certains risques, notamment les risques ici, c'est la volatilité des prix, les risques, la volatilité bien sûr des prix des actifs et les risques d'échange. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, on peut avoir des prix qui sont stables en dollars, mais qui sont très fluctuants par rapport exprimés en monnaie nationale. Il faut noter un autre avantage aussi, c'est qu'en RDC, la dollarisation a contribué à limiter la démonétisation de l'économie, qui serait de nature effectivement à accentuer la contraction de la production intérieure en freinant les échanges extérieurs. Et donc à un moment donné, par rapport à l'hyperinflation qui bousille un tout petit peu la valeur de la masse monétaire en valeur, vous avez une circulation monétaire en devise qui permet de soutenir la monétisation de l'économie et de permettre donc la fluidité des échanges dans le pays. Autre avantage, c'est qu'elle permet, je parle de la dollarisation, à remonétiser l'économie congolaise, donc continuité de la chaîne de paiement, des transactions nationales, et ainsi de suite. La dollarisation paraît aussi comme une solution dans un environnement macroéconomique instable. Cela a été dit plusieurs fois répété, les collègues, le professeur Matata l'a évoqué tout à l'heure, il y a l'ouverture et le développement du système bancaire. Nous sommes arrivés au système international grâce à la dollarisation. Il y a également la diversification des actifs contre les risques de dévaluation de la monnaie nationale. C'est-à-dire qu'on peut diversifier les actifs qu'on détient, qui sont des actifs en devises étrangères, qui vous permet quand même de rentabiliser votre patrimoine, alors que les mêmes actifs détenus en francs congolais pouvaient connaître effectivement des problèmes de dépréciation énormes, les conséquences de la dépréciation. Vous avez également le renforcement des institutions financières, notamment la stimulation des investissements intérieurs internationaux. Nous sommes à une époque où nous plaidons sur le climat des affaires pour faire venir les investisseurs dans le cas des IDE. Il est évident que les IDE ne viendront pas chez nous si nous avons une situation où on ne sait même pas faire des calculs économiques en raison des fluctuations majeures de notre unité de paiement.
Alors, là, c'était sur les avantages. Mais qu'en est-il des inconvénients de la dollarisation totale? Pour mieux les comprendre, nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi il faut dédollariser. Je pense que de ceux qui m'ont précédé... Monsieur le professeur, excusez-moi, donc sans pour autant vous interrompre, donc je vous fais seulement remarquer que vous avez débordé de 3 minutes déjà votre tranche de temps d'intervention. Je suis en train d'atterrir avec votre indulgence. Je vous en prie. Je sollicite peut-être quelques minutes. Je vais y aller très rapidement, d'autant plus que les participants peuvent suivre directement la projection. Donc, pour ces partisans, ceux qui se font pour la dédollarisation, qu'il faut dédollariser, parce qu'aucune nation, on part du précepte qu'aucune nation dans le monde ne peut accepter donc, de pouvoir fonctionner avec une monnaie étrangère. Donc, on rattache souvent la notion de la souveraineté. Alors, il y a également le fait de ne pas compter sur les prêteurs en dernier ressort. Je pense que la crise des subprimes de l'automne 2017-2018 a révélé effectivement la nécessité d'avoir un prêteur en dernier ressort. Or, la Banque centrale dans notre pays, dans une situation de dollarisation, ne peut pas jouer ce rôle de prêteur en dernier ressort, qui est important aujourd'hui sur la stabilité et la régulation des systèmes financiers nationaux. Il y a également un autre inconvénient de la dollarisation, le manque à gagner, je l'ai évoqué ici, du gouvernement qui ne sait plus prélever des ressources provenant du seigneuriage. Vous le savez, les statistiques le montrent, et plusieurs études empiriques l'ont démontré, les seigneuriages arrivent à représenter jusqu'à 20% des recettes de l'État, ce qui est une fortune énorme. Une manne estimable plus de bien de 1000 milliards de dollars échappera ainsi chaque année pendant de longues années au trésor congolais, et c'est là au bénéfice des États-Unis. Il faut noter pour l'histoire que lorsque les États-Unis après Bretton Woods, avait fait du dollar américain la seule monnaie qui est convertible en dollars, bien entendu, les seigneurages pour les Américains, parce que tous les pays du monde étaient obligés de détenir la monnaie dollar, la seule qui était convertie en dollars, en or. Eh bien, dans les années 78, cela représentait plus de 9 000 milliards de revenus pour les États-Unis en termes de seigneuriage. Et pour la RDC, je crois, dans cette salle, nous avons le docteur Tiani également, qui a mené des études qui ont montré qu'il y avait des milliards également en défaveur, un demi-milliard en défaveur de la République démocratique du Congo au terme de ces seigneuriages, manque à gagner du seigneuriage. Alors, raison qui plaide donc pour faut dédollariser pour que le gouvernement puisse bénéficier de cette taxe inflationniste. Également, on n'est jamais sûr que le système ne sera pas abandonné. Un jour, les Libériens ont fait la triste expérience lorsque les remous politiques et déficits budgétaires les ont contraints à l'abandon. Alors, de même, il serait également naïf de croire que la dollarisation entraînerait un alignement rapide des prix et des taux d'intérêt, ce qui n'est pas évident. Alors, il y a certaines méthodes qui ont été utilisées dans d'autres pays pour décourager de la dollarisation, mais ces arguments dans la réalité économique de notre pays paraissent très difficiles. Et puis, la volonté de dédollariser est là, mais les échecs se sont tellement multipliés depuis plusieurs décennies dans notre pays qu'on se pose la question, même si nous avons la volonté de dédollariser, est-ce que nous arriverons au résultat probant? Et donc ça, c'est une interrogation qui peut plaider en faveur de la dollarisation. Et il y a paradoxalement le fait, tout à l'heure, je vis un tableau très intéressant de démonstration des impacts, notamment sur l'évolution à la période 2012-2017, nous avons atteint des taux d'inflation, parfois même négatifs, je pense, à un moment donné, 2% en 2013, mais malgré le fait que notre processus de dollarisation est né du fait de ces fièvres hyperinflationnistes que nous avons connues, mais malheureusement, nous avons baissé l'inflation, jusqu'à des taux extrêmement plats, mais malheureusement, cela n'a pas concouru justement à mettre fin à la dollarisation. Et donc, toute chose égale par ailleurs, la question que nous avons posée est essentielle de savoir si les pertes en termes de revenus des seigneuriages ne seraient pas compensées effectivement par... alors, nous devons rentrer dans les temps, j'y vais un peu rapidement. La dollarisation est infiniment un fardeau, donc dans la mise en œuvre des politiques économiques, cela a été dit par M. Zafin, par le professeur Matata. Et je voudrais simplement ici atterrir rapidement dans
en évoquant peut-être 2-3 petites choses, la diversification des actifs contre les risques d'évaluation, ainsi de suite. Et puis je voudrais conclure, une petite conclusion, messieurs les modérateurs, je crois que j'y arrive. La grande question à laquelle donc se trouvent naturellement confrontées les autorités monétaires de notre pays, après tant d'échecs, est celle de savoir s'il faut encore encourager la dédollarisation. C'est une question. Évidemment, il faut noter aussi que dans les contextes économiques de la RDC, comme dans les cas de la plupart des pays en développement, la dollarisation présente, j'allais dire, la dollarisation présente plus d'inconvénients que des avantages. J'ai dit et je vous remercie. Un autre orateur de ce premier panel, M. Mauricio Villafuerte, il est chef de mission du Fonds monétaire international pour la République démocratique du Congo. Son sous-thème exploité, de la dollarisation de l'économie congolaise, les facteurs déclencheurs, évolution et conséquences. Ce haut fonctionnaire du FMI a renseigné que la dédollarisation trouve son origine essentiellement dans l'instabilité macroéconomique, affectant principalement la monnaie nationale dans sa capacité à présenter le pouvoir d'achat des ménages. En termes de dédollarisation, et par rapport aux autres pays d'Afrique subsaharienne, la RDC se distingue comme l'un des pays ayant le plus haut niveau de dollarisation financière. En regardant à la fois la dollarisation des dépôts et des prêts, nous n'observons pas de changement substantiel dans le ratio de dollarisation au cours des dernières décennies. En RDC, nous observons à la fois la substitution des devises et la dollarisation du secteur réel. Ces phénomènes ont été causés par de fréquents épisodes passés de forte inflation et de dépréciation du taux de change. Les salaires, souvent payés en dollars, les taxes liées au secteur minier payées en dollars aussi. Actuellement, le franc congolais a perdu sa rôle d'unité de compte et de respect de valeur. Si la dollarisation continue de croître, cela peut affecter le denier de ce rôle, moyen d'échange. Cela suggère que les politiques nécessaires pour favoriser une dédollarisation n'ont pas été mises en œuvre, du moins de manière cohérente. En RDC, qu'un engagement fort et soutenu est nécessaire pour aller de l'avant. Ce graphique est similaire au graphique présenté par M. Matata, montre l'évolution de l'inflation et de la dépréciation du taux de change de la RDC pendant les dernières 15 années. Et il met en évidence des épisodes spécifiques d'accélération des deux indicateurs, ce qui a affecté la crédibilité d'une monnaie nationale déjà durement affectée par l'hyperinflation des années 80 et 90. Avant de discuter vivement les expériences de dédollarisation en Afrique subsaharienne, je voudrais souligner quelques avantages importants d'un agenda vers la dédollarisation. Premièrement, une augmentation de l'autonomie de la politique monétaire, avec des canaux de transmission plus solides, des instruments et des outils de politique monétaire plus efficaces, une boîte d'outils pour absorber les chocs extérieurs, etc. Deuxièmement, moins de vulnérabilité financière, notamment en raison de la question de la symétrie des dividendes. Le troisièmement, maintenant, en monnaie nationale. C'est le problème de nommé comme seasonality et autorisation professionnelle. Donc, il faut confronter de nombreux finalement des mesures micro-prudentielles
pourra sauver la stabilité du système financier. Alors, dans le cas RDC, la dédollarisation a besoin d'un plan de stabilisation visant à rétablir la confiance de la monnaie nationale. Un tel plan qui suit développé quelques éléments devraient faire partie de ce plan. Éléments qui sont présents dans les discussions les derniers 18 mois. Ces éléments aideraient à renforcer les institutions budgétaires, monétaires et financières du pays en façon globale. Premièrement, dans les domaines de la politique budgétaire, il est crucial d'éliminer la dominance budgétaire omniprésente, c'est-à-dire le constant financement par la Banque centrale des déficits budgétaires. Le pacte de stabilité pour l'avance de la Banque centrale représente un effort en cette direction. Intensifier la mobilisation des recettes antérieures pour financer les dépenses. Rationaliser la masse salariale, notamment en rationalisant les primes, en procédant à un recensement des fonctionnaires, en éliminant les travailleurs fantômes et en consolidant le système de paiement des salaires dans les secteurs publics. Les investissements financiers localement devrait augmenter substantiellement, d'autre côté, pour aider à soutenir la croissance économique. Promouvoir la perception des impôts en monnaie nationale pour aider à la dédollarisation et développer les marchés de financement nationaux et finalement mobiliser les soutiens des bailleurs de fonds. Dans le domaine de la politique monétaire et du secteur financier, il est important de réformer le conseil d'administration de la Banque centrale conformément à la loi bancaire et de régulariser les cours du crédit au gouvernement et de récapitaliser la Banque centrale pour lui donner des ressources pour la mise en œuvre des politiques monétaires. De ce côté, il est important de renforcer la supervision du système bancaire. En ce contexte, c'est important d'approuver la nouvelle loi sur les banques commerciales qui donne des pouvoirs de supervision plus stricts et continuer à développer le cadre réglementaire. Et finalement, développer des systèmes de paiement et d'autres infrastructures de marché financier en monnaie nationale. Favoriser le paiement mobile, développer des systèmes de règlement des titres, registres de crédit, etc. Un sujet très spécifique dans le cadre de la gestion et les instruments de politique monétaire est lié aux régulations sur les réserves obligatoires de banque. Un des objectifs des régulations actuelles était d'aider à dédollariser. Ce n'était pas le cas. En réalité, cette politique a exacerbé la manque de la monnaie nationale et se réduit par exemple la demande des comptes de trésor et limite les prêts bancaires en monnaie locale. Un cadre de réserve obligatoire révisé lié à la monnaie de dépôt pourra aider à développer le marché intérieur et à améliorer la réglementation macroprudentielle. Cependant, quelques changements de régulation devraient être faits progressivement, c'est-à-dire sur la base des nouveaux dépôts des change uniquement. Il faut être conscient que la dollarisation a besoin d'une stratégie à long terme, décidée au niveau national. Elle demande l'application et la coordination de tous les acteurs économiques à travers des politiques cohérentes. Ces politiques devront passer
outre les intérêts personnels du groupe d'intérêt. Les problèmes de la monnaie nationale sont en réalité des symptômes des problèmes dans la dimension de l'économie politique. Le cas du Pérou est emblématique. La dollarisation financière était de l'ordre de 95% au début des années 90. En lieu d'adopter les dollars comme la monnaie officielle, comme suggéré les analystes, la société péruvienne a décidé de renforcer les institutions, adopter une stricte discipline budgétaire et établir une banque centrale forte et indépendante. Le progrès était graduel et lent. Mais après 25 ans, la dollarisation financière a baissé à environ 30%. Il faut noter que l'indépendance monétaire gagnée en Pérou pendant les dernières décennies a aidé les pays, par exemple, à mettre en place des mesures d'expansion monétaire pour faire face à la crise du Covid cette année. Alors, dans une stratégie à long terme de dédollarisation, les efforts de macro-stabilisation doivent être soutenus par un programme de réforme en moyen terme plus approfondi. Les efforts doivent être crédibles, durables et cohérents. Ils doivent comprendre réforme de la gouvernance pour renforcer les institutions et les marchés intérieurs. Le FMI est prêt à soutenir des efforts à travers des soutiens financiers et à travers aussi des activités d'assistance technique. Pour finaliser, je voudrais répéter les points principaux de ma courte présentation, qui je pense que sont consistants avec les présentations faites pour les autres participants. Les stratégies de dollarisation n'ont pas été mises en œuvre, du moins pas systématiquement, en RDC. Avoir une monnaie nationale a d'avantages importants. La stabilité macroéconomique et la réforme institutionnelle sont essentielles pour accroître la confiance dans la monnaie nationale et développer le marché des financements nationaux. Il est nécessaire d'un programme de réforme à long terme, crédible, durable et cohérent, qui devrait être soutenu par l'ensemble de la société et par la classe politique en particulier. Le FMI, comme les autres partenaires internationaux, est prêt à soutenir l'élaboration d'un ambitieux programme de réforme structurelle, éventuellement soutenu par une facilité élargie. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le chef de mission, pour la RTC, pour votre présentation. Nous vous transmettons également nos salutations à partir de Kinshasa. Merci pour toutes ces contributions. Ce premier panel a été clôturé par le Premier ministre honoraire Augustin Matata Ponyo, professeur d'université. Stabilité macroéconomique et croissance durable comme prérequis pour une dédollarisation réussie, c'est sur ce sous-thème précis que l'homme à la cravate rouge a focalisé son exposé. Matata Ponyo Mapon a présenté une compilation des statistiques indiquant qu'en République démocratique du Congo, les dépôts en devises ont dépassé 63% de la masse monétaire entre 2003 et 2020. Sur cette période, insiste Matata Ponyo, la dollarisation financière est de 42 à 76%, d'où ce taux avancé qui est moyennement en accélération avec un degré de persistance élevé estimé à 96%. Cette persistance, poursuit Augustin Mapon, est significative au seuil de 1%. Matata Ponyo. Le premier point sur lequel je voudrais élaborer, c'est la stabilité du cadre macroéconomique. Christine Lagarde disait « La stabilité du cadre macroéconomique est la fondation d'une économie ». C'est comme pour construire un building, pour construire un bâtiment, c'est à la mesure
de la fondation. Si vous voulez construire un bâtiment de 20 et 30 étages, la fondation ne sera pas comme celle d'un bâtiment à 2 étages. Ceci est très important pour vous dire que la stabilité macroéconomique constitue un élément clé pour toute économie qui veut prospérer. La stabilité macroéconomique est principalement caractérisée par des agrégats importants qui sont les taux d'inflation et les taux d'échange. Les taux d'inflation et l'équilibre qui peut être constaté entre l'offre des biens et services et la demande des biens et services dans une économie à un moment donné et sur une longue période ou sur une période donnée. L'offre de biens et services, la demande de biens et services, tout naturellement, procède de l'intersection entre plusieurs secteurs de l'économie. Le secteur de la production, parce qu'il faut produire des biens et services. Le secteur monétaire, parce qu'il faut des moyens de paiement pour pouvoir permettre l'échange de ces biens et services. Le secteur extérieur, parce que notamment il faut soit exporter le surplus, soit importer en termes de déficit. Et évidemment, le secteur des finances publiques, parce qu'il faut pouvoir matérialiser cela, prélever les impôts, et il faut une base d'assiette fiscale. Comme pour dire que, bien que les taux d'inflation soient un point d'intersection entre l'offre et la demande des biens et services, en fait, ça traduit un certain équilibre entre plusieurs compartiments de l'économie nationale. Le deuxième facteur, enfin le deuxième agrégat, c'est les taux d'échange, qui en fait est les points d'équilibre entre l'offre et la demande de devises sur le marché d'échange. La même chose, comme vous le savez, cet agrégat présente l'équilibre entre l'échange du pays et le reste du monde. Et l'agrégat important, c'est la balance des paiements. Mais comme vous le savez, et la balance des paiements, là-dedans, il y a plusieurs compartiments, la balance commerciale, la balance financière, et tout ça, ça traduit aussi l'intégration ou l'intersection de plusieurs secteurs de l'économie, comme je l'ai dit, le secteur monétaire, le secteur des finances publiques, le secteur réel, ainsi que le secteur monétaire. Ceci est très important, mesdames et messieurs, distingués invités, de comprendre le bien fondé d'une stabilité macroéconomique. Le deuxième facteur qu'il faut tenir compte, c'est effectivement la croissance économique. Une économie se réalise et se remarque notamment par le volume de production. La production, c'est un des éléments indicateurs de la création de richesses dans un pays. Lorsque les richesses sont créées, le pays augmente sa capacité à inspirer confiance, sa capacité à être accepté, et les richesses permettent une circulation beaucoup plus importante de moyens de payer. On sait qu'il existe à travers notamment l'équation des Fisher. Pour les monétaristes, ils le savent aussi, la quantité de moyens de paiement est compatible avec le volume de biens et services en circulation, ce qui permet de garantir la stabilité à la fois des prix intérieurs et des taux d'échange. Et donc, la croissance économique constitue une variable clé pour pouvoir aussi contribuer notamment à l'établissement et à la consolidation de la confiance d'une monnaie nationale. Tout simplement parce que si la production est suffisante, elle permet un certain équilibre sur le marché des biens et services,
et donc peut garantir notamment l'équilibre des autres secteurs, des autres compartiments de l'économie nationale, notamment les compartiments financiers, les compartiments monétaires et les compartiments extérieurs. Donc, l'insuffisance de la production, l'insuffisance de la croissance économique peut constituer un élément déstabilisateur du secteur monétaire et donc de la monnaie nationale. Parce que pour qu'on fasse une confiance dans une monnaie nationale, il faut que celle-ci soit soutenue par la production. Il faut que cela soit soutenu par les moyens de paiement, la réserve d'échange, qui est la résultante notamment des exportations. Vous ne pouvez pas exporter si vous n'avez pas produit. Donc, la production constitue un élément clé. Une économie qui ne produit pas est une économie qui ne peut pas avoir une monnaie forte. Les États-Unis, aujourd'hui, leur monnaie est utilisée comme une monnaie de référence tout simplement parce que la production des États-Unis est la première au monde. Aujourd'hui, la monnaie, le yuan chinoise, commence à revenir comme une monnaie aussi de paiement tout simplement parce que la production de la Chine est en train aujourd'hui de concurrencer celle des États-Unis. Ce n'est pas pour le plaisir que les gens commencent à utiliser le yuan chinois comme étant une unité monétaire. C'est la même chose. La problématique entre la monnaie européenne et la monnaie américaine, elle est fondée sur le volume de production, le volume des exportations de ces économies. Et donc, si nous voulons que notre économie puisse se dédollariser, c'est-à-dire que les agences économiques utilisent davantage la monnaie congolaise, il faut absolument que la production congolaise puisse davantage s'accroître. Au cours de cette période, comme vous le savez, entre 2012 et 2016, nous avons enregistré des taux de croissance économique en moyenne qui étaient de 7,7%, ce qui était parmi les taux de croissance le plus élevé. On a même enregistré en 2014 un taux de croissance de près de 9,5%, ce qui frisait les taux de croissance des deux chiffres. Ce qui nous a permis, avec une gestion orthodoxe des finances publiques, d'enregistrer des réserves d'échange qui ont culminé jusqu'à 1,8 milliard de dollars américains, ce qui nous a aussi permis d'enregistrer des balances de paiement positifs et de pouvoir accumuler des réserves d'échange qui étaient de nature à garantir la confiance des agents économiques sur la monnaie nationale. Pour terminer, de la même façon qu'une économie préfère utiliser sa monnaie nationale parce que par essence, cette monnaie inspire confiance, parce que cette monnaie remplit les critères fondamentaux d'une monnaie, c'est-à-dire les talons de valeur, les moyens de paiement, la réserve d'échange. De la même façon qu'une économie dollarisée, c'est une monnaie qui a perdu, c'est une économie dont la monnaie a perdu ses trois fonctions principales. Et que tout processus de dédollarisation passe notamment par le rétablissement de manière durable de ces fonctions principales, mais aussi par le rétablissement de la confiance sur les autorités politiques, mais aussi les autorités financières, et cela doit se faire par des réformes d'envergure, douloureuses soient-elles, parce qu'en effet, il s'agit de pouvoir rétablir la confiance de la monnaie. Je vous remercie.